Sans vouloir vous mettre la pression, messieurs, hein, mais c'est bon? Maxime? C'est bon? Non? C'est bon? Parfait, il est 8 heures. Alors, tout le monde a pris place. L'appel. Donc, moi, je suis présent. Valérie Lecomte, absente de pouvoir à Dominique Nocture. Hugues Brissot. Hugues Brissot? Présent. Sarah Béag n'est pas arrivée, elle va probablement nous rejoindre, sauf si on a une information. Non. Pascal Martin. Sylvie Bocobza. Didier Mézières. Christophe Van Enken absent. Dominique Nocture. Daniel Dess. Michel Fraioli. Roger Hadot. Grace Ribeiro absent de pouvoir à Hugues Brissot. Sylvain Benayoun absent de pouvoir à Sylvie Bocobza. Karine Gauthier-Génaud absent de pouvoir à Olivier Dupont. Laurent Graft. Radia Tiglit absente. Yvan Dauer. Anne Seti. Grégory Philippe absent, pouvoir à Anna-Maria Cheta. Sophie Baquet. Jacques Bayeux. Anna-Maria Cheta. Gilles Deveau. Présent. Clarisse Paulet. Nicolas Dess. Laurence Bernard, absente, pouvoir à Fabien Bignolet. Fabien Bignolet. Aude Misnard. Très bien, merci. Quorum, on est tout bon. On va attendre pour voir si Sarah arrive ou pas. Je voulais savoir si Christophe Van Eneken a appelé le secrétariat. Non, merci. Désignation du secrétaire de séance. Je pourrais proposer Yvan, par exemple. Pas d'opposition? Personne? Merci, Yvan. Alors, l'approbation du procès-verbal de la séance précédente qui s'est tenue en février, le 12 février. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques sur le procès-verbal précédent? Unanimité, merci. Alors, la décision, peu de décisions ont été prises puisque nous nous sommes vus il y a un mois. Une seule décision, la décision numéro 5/2026 du 5 février, qui est la signature d'une convention de mise à disposition de 22 chalets de la ville de Gouvieux à la ville de Viarmes pour les hivernales. Et nous entrons dans notre ordre du jour. Le premier point, donc beaucoup de points finance, puisque aujourd'hui on constate les comptes de gestion administratif, on affecte les résultats et on vote un budget communal. Alors, commençons par le vote du compte de gestion. Je vous rappelle qu'il est établi, le compte de gestion, par le trésorier public. Vous avez une annexe qui présente le compte de gestion. C'est l'annexe 2.1 de mémoire, si je la retrouve. Elle n'est pas là, elle est là. Alors, le compte de gestion de l'exercice 2025, c'est l'annexe 2.1. Présentation habituelle, vous connaissez maintenant le tableau, et tous les ans identiques. Les recettes, section d'investissement tout d'abord. Les recettes s'établissent à 2 501 547. Les dépenses à 1 420 034. Résultat excédentaire d'investissement de 1 81 512. Pour ce qui est du fonctionnement, recettes de 8 204 612. Dépenses de 7 552 409, résultat excédentaire de 652 203 et résultat budgétaire de l'exercice 1 733 715 € 85 centimes. Derrière, vous avez sur l'annexe 2, on reprend le résultat que je viens de vous donner. C'est la colonne du milieu. On retrouve notre résultat de 1 733 715 85. Et sur la colonne de gauche, on reprend là les résultats de l'exercice précédent. Le résultat était de 852 453 92, ce qui donne un résultat consolidé de clôture de l'exercice 2025 de 2 586 169 €. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions sur le compte de gestion? Unanimité, merci.
Point suivant, le vote du compte administratif de la commune. Bonsoir Sarah. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon truc? Putain, c'est pas possible. Alors, le compte administratif de la commune, celui-ci c'est le même, établi cette fois-ci par les services de la ville. C'est par ailleurs la dernière fois que nous votons deux comptes, un compte de gestion et un compte administratif. À partir de l'année prochaine, nous serons en CFU, compte financier unique. Et pour une fois, l'administration va en simplification. Il n'y aura qu'un seul vote à faire. Alors, ce compte administratif, colonne de gauche, les inscriptions budgétaires, 8 904 056 en fonctionnement et 4 729 160 en investissement. Le réalisé 2025 sur la colonne suivante, des reprises, des rattachements uniquement en fonctionnement, des RAR uniquement sur les investissements. Et sur la colonne de droite, vous trouverez le résultat de fonctionnement 2025, total des recettes de fonctionnement 9 384 246, total des dépenses 7 552 409, résultat de fonctionnement 1 831 837 65. Pour l'investissement, résultat déficitaire de moins 477 669, ce qui donne un résultat du compte administratif 2025 de 1 354 168 €. Est-ce que vous avez des questions? Il faut que je sorte là. Pas de questions? Roger, il est dans le coin. Tu vas faire procéder au vote, puisque je dois m'absenter, m'éclipser pendant le vote. N'oubliez pas de venir me rechercher, surtout. Allez, reste là-bas, prends le micro, Roger. Bon, bah, j'appelle au vote. Qui est contre? Deux ou trois, je ne vois pas d'ici. 3. 4. 4 contre. Abstention? Qui est pour? Merci. Merci à tous. Toujours sur le point 2, Élise vous a... je ne m'attarderai pas sur ces pages-là, sauf s'il y a des questions, puisque c'est le récapitulatif du budget 2025. C'est tout ce qu'on a fait en 2025. Si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Je me bornerai à faire quelques commentaires sur les graphes, le graphique et les courbes de la section de fonctionnement. Fort heureusement, les recettes sont toujours supérieures aux dépenses. Vous voyez que de 2021 à 2023, les courbes sont quasiment parfaitement parallèles. Vous voyez que depuis 2024-2025, les courbes ont une méchante tendance à se rapprocher. Ce qui signifie que nos dépenses augmentent plus vite que nos recettes. Donc, ce qui signifie aussi que le résultat de fonctionnement s'amenuise. Je vous rappelle qu'on ne peut pas faire d'investissement si on ne fait pas de résultat de fonctionnement. Et que donc il faut faire du résultat de fonctionnement. Il est relativement faible cette année. On l'a vu à 652 et quelques, je crois, à un moment, au compte de gestion. Ce qui signifie que dans l'avenir, plusieurs possibilités. Où il faudra réduire les investissements, où il faudra augmenter les recettes, où il faudra baisser les dépenses, où il faudra faire un mix de tout ça. En tout cas, les courbes parlent d'elles-mêmes. Bon, ce n'est pas non plus dramatique, hein, mais on voit que depuis 2023, 24, 25, les courbes ont tendance à se rapprocher. Un commentaire également sur les courbes de la section d'investissement. Donc c'est moins parlant que pour le fonctionnement, mais il y a quand même un lien fort entre les deux courbes, entre les recettes et les dépenses, puisque les recettes du fonctionnement, ça n'est que ou de la subvention ou de l'emprunt ou le résultat de l'année précédente quand il n'est pas déficitaire.
Et ces recettes sont, évidemment, l'emprunt est fait s'il y a des travaux en face, et les subventions ne seront obtenues que si on dépose des dossiers parce qu'on fait des travaux. Donc les deux courbes sont quand même très, très liées. Les recettes, certaines années, peuvent être supérieures aux dépenses. Par exemple, on a contracté un emprunt, et puis la dépense, exemple un incendie par exemple, la dépense n'a pas pu se faire, l'emprunt a été contracté, donc ça nous donne des recettes d'investissement, mais les travaux n'ont pas été faits. Donc on peut se retrouver avec des recettes au-dessus des dépenses. Vous voyez qu'en dernière année 2025, là les recettes sont supérieures aux dépenses. C'est probablement dû, je n'ai pas analysé vraiment, mais c'est probablement dû au fait qu'on a reçu l'indemnisation des assurances pour le sinistre de l'église, mais qu'on n'a pas encore payé les entreprises. Est-ce que vous avez des questions sur tous ces graphes ou sur ce qui s'est fait en 2025, ou bien on peut directement passer au point suivant qui est l'affectation des résultats. Affectation des résultats, c'est le point numéro 3. Donc on a vu au compte administratif tout à l'heure que le résultat de fonctionnement 1 831 837 65 est à affecter. Nous voyons également que nous avons un déficit d'investissement de 477 669. La loi nous oblige à venir, avec notre résultat de fonctionnement, à venir combler ce déficit d'investissement. Donc nous vous proposons de virer pour combler ce trou 477 669 à l'investissement et de laisser le reste en fonctionnement. Est-ce que ça appelle aussi des questions? C'est classique. On pourrait mettre plus en investissement que uniquement combler le déficit, mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque au cours de l'année, on peut transférer, je dirais, des sommes et des écritures du fonctionnement vers l'investissement. Donc, traditionnellement, c'est comme ça que les budgets sont montés. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je porte voix. Qui approuve l'affectation des résultats? Qui approuve? Qui s'abstient? Qui est contre? 3 plus un pouvoir, 4. Merci. Point suivant, le vote des taux d'imposition. Comme depuis 2020, l'équipe sortante n'a pas touché au taux d'imposition, donc nous vous rappelons les 4 taux qu'il nous reste dans les communes. La taxe d'habitation, le taux, on est remonté à 2023. Avant, c'était un peu différent parce qu'il y a eu des modifications, des réformes qui ont été faites, mais la commune n'a pas voté d'augmentation des taux depuis 6 ans. Toujours le taux à 20%, pour le foncier bâti 32,89, foncier non bâti 77,05 et la CFE qui est une taxe sur les activités économiques 22,02. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, tout le monde, merci beaucoup. Point suivant, le point numéro 5 est... Je passe la parole à Pascal Martin pour le vote des subventions aux associations. C'est mieux. On m'entendra mieux. Il convient donc de se prononcer de façon formelle sur l'attribution des différentes subventions à verser à des organismes extérieurs qui ne sont pas des groupements intercommunaux. Pour 2026, l'enveloppe budgétaire a été appréciée en fonction des subventions proposées par la commission vie associative, culture et sport du 3 février 2026. Il est précisé que pour les associations qui n'ont pas répondu à la demande de la commune, la subvention n'a pas été inscrite pour 2026. Il est donc proposé au conseil municipal de voter les montants suivants, en rappelant que les élus membres du bureau d'une association bénéficiant d'une subvention ne participeront pas au vote. Alors ce que je peux ajouter, commenter, c'est donc que les subventions ont été effectivement discutées au sein de la commission culture, sport et vie associative, qui s'est réunie donc le 3 février, en présence de Monsieur le maire, des conseillers municipaux Anne Sotti, Karine Gauthier-Jeannot, Sophie Baquet, Aude Misnard et Fabien Bignolet.
Le principe de ces attributions était le maintien des subventions pour soutenir et encourager le fonctionnement des associations qui, bien souvent, vivent grâce au bénévolat. Donc, comme pour les années précédentes, il n'y a pas eu de baisse et on peut même noter quelques augmentations. Pour définir ces attributions, nous nous sommes basés donc sur la subvention de l'année antérieure et celle qui était demandée. Nous nous sommes basés sur plusieurs critères: le nombre d'adhérents, la part des Viermois et des non-Viermois, la part des jeunes, les résultats de l'année avec les succès et les difficultés des associations, notamment sportives, la présence ou pas d'entraîneurs rémunérés, la participation aux événements de la ville de l'année 2025, ce qu'a fait la ville pour les associations, et notamment la ville ou le CIVOM, puisque le CIVOM, par exemple, a aidé, a contribué à la création d'un cours de tennis, un 3e cours de tennis, et la préparation d'un terrain de football synthétique, des éclairages, etc. Donc tout ça, ce sont des avancées réalisées par la ville. Et nous sommes également basés, bien sûr, sur les projets 2026 que les associations nous ont présentés. Si vous vous rappelez du tableau de l'an dernier, il a été modifié. Le tableau 2026 qui vous est proposé regroupe des familles d'associations. Il y en a 4 au lieu de 6. Ça simplifie la lecture, mais il y aura encore des améliorations à y apporter parce que dans ce classement que vous avez sur le tableau, on a mis les anciens combattants, les professionnels, le groupement des professionnels de Viarmes et les ailes de polo dans les associations culturelles, mais en fait c'était pour faciliter la lecture et le calcul. À noter également que l'association Pierre Salvi, donc qui s'occupe du musée, rejoint les associations culturelles. Alors sur le tableau, les subventions à la Caisse des écoles, au CCAS et aux coopératives scolaires sont accordées, mais en dehors de la commission vie associative. Pour les associations sportives, les subventions ont été reconduites. Quelques associations n'ont rien demandé, le basket, les UNSS du collège et du lycée de Luzarches. On peut même noter donc, quelques augmentations. On a augmenté la subvention du HRCV, le roller, pour encourager leur politique tarifaire et permettre l'accès à plus d'adhérents. Vous remarquerez également de légères augmentations pour la gym volontaire, l'école de danse du pays Viermois, ainsi que Carnel Rando Loisirs. Pour les associations culturelles et diverses, on a adopté le même principe. Les subventions sont maintenues. Alors vous avez dans les associations culturelles et diverses le comité des fêtes. Vous pouvez voir sur le tableau qu'il avait obtenu 27 720 € en 2025 et cette année 34 500 €. Le comité des fêtes prend en charge les événements des comités de jumelage, dont 7 000 € pour l'accueil des morcotais. Pour rappel, les missions de la commission culturelle du comité des fêtes sont désormais intégrées dans le budget de la ville. On peut aussi noter les augmentations pour Valar Carnelis, qui est une association très active qui traite de l'histoire de Viarmes. Également du groupement des professionnels de Viarmes, donc c'est l'union des commerçants. Ils n'avaient pas fait de demande en 2024 et en 2025, mais ils nous ont présenté un programme 2026 plutôt ambitieux. Brocante, animation de Pâques, semaine commerciale Viarmes en folie et Halloween. Et il y a également une augmentation pour les ailes de polo. Alors si je fais le récapitulatif de tout ça, pour 2026, Caisse des écoles et CCAS, 89 000 €, 406. Scolaire, il s'agit des coopératives scolaires, 22 560 €. Les associations sportives, 22 840 €. Et les associations, donc avec le nouveau tableau, culture sociale, humanitaire et comité des fêtes, on arrive à 45 890 €. Au total, cela représente 180 696,94 € contre 150 836 en 2025. Pardon ? 636. Donc il y a une différence de 29 860 € qui s'explique par la hausse des subventions au CCAS, plus 18 000 €, coopérative scolaire, plus 1 560 €, le comité des fêtes,
plus 6 380 €, dont la partie pour le retour du jumelage de Morcotte. Le groupement des professionnels de Viarmes, donc c'est un plus 3 190 €, puisque c'est une nouvelle subvention, soit un total de 29 130 €, donc à peu près comme la même chose que pour 2025. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? En termes d'explication, les France Ado, Secours catholique, la Ligue, Comité, qui n'ont rien demandé, ces associations existent encore ou quelle est la procédure de... Elles existent encore. Donc on ne les a pas sollicitées. Mais elles ne nous ont rien demandé, elles ne nous ont pas sollicité. Alors pourquoi, je ne sais pas. Okay. Mais il n'y a pas eu de rappel de notre part de savoir si vous demandez ou pas Bon, en général, ils reçoivent un premier courrier qui leur explique qu'il faut faire leur demande de subvention. Éventuellement, je crois même qu'on l'a fait cette année, on a rappelé, parce qu'on avait des subventions, les demandes de subventions de certaines associations qui ne nous arrivaient pas. Donc on a fait un rappel. Je suis étonné, par exemple, l'amicale des sapeurs-pompiers, il n'y a rien depuis 2 ans. On a déjà fait les remarques l'année dernière. Ils ne demandent rien. D'accord. Je suppose qu'ils ont les moyens de se financer eux-mêmes. Non, mais on est fondé à relancer nos associations, parce que c'est chez nous, c'est notre tissu, notre cadre de vie, mais on n'est pas forcément fondé à relancer les associations extérieures de niveau national. S'ils ont besoin, ils sauront nous trouver. Hein. Je pense pas que... Bon. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tu portes aux voix? Je porte aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci Pascal, je te laisse la parole pour le point suivant. Il faudrait que Fabien et moi soyons enlevés pour le vote pour Valard. Oui. Oui, ça a été dit. Ouais. Tous ceux qui sont dans les... des fêtes également. Oui, Daniel. Ouais. Et toi pour le tennis là-bas, pareil. Mais de toute façon on en tient compte. Hein. Tous les parties prenantes ne prennent pas part au vote, c'est clair et net. Et pour le comité des fêtes, nous nous abstenons. Ben ça, c'est pas possible, ça. Il faut vous abstenir pour la note complète. Mais pour pas vous abstenir, juste, on peut noter votre remarque dans le PV, ça sera fait. Mais dans ce cas-là, il faut vous abstenir sur... On a validé le vote ou pas? Non, pas encore. Tu as porté aux voix, mais on n'a pas... J'ai porté aux voix, ouais, ça a été voté, mais... Je sais pas où on en était. Si ça a été, si, ça a été voté. Bah, si ça a été voté, ça a été voté. Hein. On ne peut pas revenir en arrière. On n'a pas bougé, nous. Point suivant, Pascal, je te laisse la parole. Le point suivant donc, est en relation avec le vote des subventions. C'est l'autorisation au maire à signer la convention d'objectifs et de moyens 2026 avec le comité des fêtes, justement. L'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précise que dès lors que la subvention attribuée par une collectivité publique à un organisme de droit privé est supérieure à 23 000 €, la signature d'une convention est rendue obligatoire. La subvention proposée au comité des fêtes, dans le cadre du budget primitif 2026, est de 34 500 €. Compte tenu du montant total de la subvention, il est donc nécessaire d'établir une convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'association. Convention qui détermine l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. À ce titre, il convient donc d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Vous l'avez en annexe, la convention. Afin que le comité des fêtes puisse disposer, comme chaque association, de la subvention qui lui sera octroyée. Le projet donc est annexé, le projet est en annexe. Là, pour le coup, vous pouvez vous abstenir pour le coup. Là. Ok. Un peu étonné, c'est que le contenu de la convention n'est pas le même que le contenu qu'on a eu lors de l'Assemblée générale. Peut-être que vous êtes un peu loin du micro pour être entendu par l'enregistrement. Le contrat qu'on nous propose de voter n'a pas le même contenu que le contenu qui a été proposé lors de l'Assemblée générale. Ah. Je sais pas. Donc, abstention ?
Je te laisse porter aux voix, Pascal. En assemblée générale, disait Aude, le contenu qui était inscrit dans l'assemblée générale, c'est pas le même que celui de la convention. Tu portes aux voix ? Oui, je porte aux voix. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? 4 abstentions. Merci à tous. Point numéro 7. Les APCP, c'est pas la première fois qu'on en voit. Ne tenez pas compte, pour le coup, parce qu'il y a eu des erreurs de documents que vous avez eu envoyés par mail, mais prenez le document que vous avez eu sur table. Ça reprend la totalité du point 7. Les APCP, je vous rappelle que c'est particulier, ça nous permet, quand un projet coûte cher, de ne pouvoir mettre au budget de chaque année que les dépenses qui seront très certainement dépensées dans l'année. Dans le cas contraire, quand on ne fait pas ça, la réglementation nous oblige à mettre la totalité de la dépense. Exemple, une église, s'il y en a pour 2 millions, si on ne fait pas d'APCP, les 2 millions doivent être mis au budget, même si on sait que la dépense sera faite en totalité qu'un an et demi ou 2 ans après. L'APCP nous permet de ne pas mettre la totalité de la dépense sur un seul exercice. Il y a plusieurs sujets. La restauration de la tour du clocher de l'église. Vous avez un tableau qui vous présente l'ancienne situation et un tableau qui vous présente la nouvelle situation. Donc les chiffres globaux des dépenses ne changent pas. C'est recalculé en fonction des différents exercices et de l'avancée des travaux. Donc la tour du clocher, le montant total des travaux de la tour du clocher, c'est 1 486 399. Et à droite, vous avez les mandatés 22, 23, 24 et 25. Et la deuxième partie du tableau, ce sont les recettes. Comment ce 1 486 000 est financé par 813 000 euros de subvention, 243 829 euros de récupération de TVA et un autofinancement par la commune, ou un emprunt de 429 570. Ça, c'est l'ancienne présentation et la nouvelle situation. Vous voyez que les chiffres ne changent pas à gauche, mais les tableaux et les mandatements, évidemment, ont évolué du fait du sinistre. À noter quand même que sur un montant de 1 486 399, la commune n'autofinance que 429 570 euros. Donc c'est quand même vous dire de l'importance des subventions et de nos financeurs, et que sans eux, difficile de faire de gros investissements. Hein. La restauration des façades de l'église, même jeu, ancienne situation, montant total des travaux de la restauration des façades 1 280 000, financé par 881 569 de subventions. J'ai oublié de mentionner les financeurs, il faut quand même les financer. C'est la DRAC, le conseil départemental et la région. Vous avez, dans ce tableau-là, vous avez les détails des montants par financeur. La récupération de TVA, 209 971 et un autofinancement de 188 460 seulement sur 1,2 million. Important de le noter. Ensuite, la nouvelle situation, les dépenses ne changent pas et réaffectation des sommes en fonction des différents exercices. Pour le gymnase, ancienne, il n'y a pas d'ancien en fait, puisque c'est le solde de la maîtrise d'œuvre suite à l'annulation du projet. Donc vous avez les chiffres qui sont là. On ne parle pas évidemment du montant du coût du gymnase, mais de la maîtrise d'œuvre qui était de 346 240. Et vous avez donc les mandatements par crédit, par exercice. Pour le dojo, même punition que pour le gymnase, 346 240, et puis les dépenses et les recettes perçues chaque année. Un nouvel APCP, les travaux de rénovation de l'éclairage public. La commune compte 863 points lumineux et 272 ont été remplacés par des platines LED. Évidemment, on s'en doutait, mais c'est très positif, à la fois sur l'environnement et sur nos finances, et on souhaite poursuivre cette démarche en continuant à investir dans le renouvellement d'appareils qui sont encore plus perfectionnés, performants, puisqu'ils ne font plus 70 watts, mais 30 watts maintenant. Et le projet envisagé consiste à remplacer 221 points d'éclairage, ce qui représente 25% du parc.
En quoi consiste ce remplacement ? 121 appareils avec technologie LED dimmables sont renouvelés et on modifie le type d'éclairage sur 100 mobiliers de caractère. Ça, c'est les lanternes. Comment les dépenses s'organisent ? Le marché se monte à 435 000 €, financé par la région, le département et le SDEVO, pour un montant de 225 140 €, récupération de TVA 71 357 et un autofinancement de la commune de 138 503. Et vous avez les différents crédits de paiement à la suite. Nous vous demandons donc d'adopter les modifications de ces autorisations de programme et des crédits de paiement pour les 2 opérations de l'église, la fin du gymnase et le nouveau programme de rénovation de l'éclairage public. Des questions ? Pas de questions ? Moi, je comprends pas bien. Là, vous êtes dans le prévisionnel quand vous parlez de l'éclairage public. On est dans le prévisionnel, oui, forcément, puisque on ne maîtrise pas exactement le début des travaux. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles situations et des anciennes situations et des nouvelles situations pour réadapter en fonction de l'évolution des travaux. Pourquoi c'est pas dans le budget primitif ? Si, c'est dans le budget. Si, la ligne éclairage public est dans le budget primitif. Okay. Dans les investissements. Merci. Autre question ? Je porte aux voix. Qui est contre ? Oui, non. 2, 3 contre du coup. 3 contre. Qui s'abstient ? Une abstention. Merci pour le vote. Point suivant. Le vote du budget primitif. Alors vous avez une note de présentation brève et synthétique. Vous avez aussi des annexes qui vous présentent le détail des dépenses. Alors intéressons-nous d'abord à la section de fonctionnement et aux dépenses de fonctionnement qui sont proposées cette année à 8 859 533,24 €. Comment ces dépenses s'organisent-elles ? Vous avez les principaux chapitres dans le tableau. Classiquement, le 011, c'est toutes nos dépenses d'assurance, d'essence, tout ce qu'on veut. Le 012, les charges de personnel, ce sont les 2 chapitres les plus importants. Le 011, les charges à caractère général, s'élèvent à 2 589 000 €. Il est en baisse par rapport au budget primitif 2025, mais il est en hausse par rapport au réalisé 2025. Même si le chiffre paraît important de 560 000 €, il faut recorriger avec l'équilibre de la section, il faut enlever 222 000 € et il est réellement en hausse de 338 000 €. Comment ces dépenses s'articulent-elles ? Grosse somme sur les dépenses d'énergie qui sont inscrites pour un montant de pratiquement 700 000 €, soit 124 000 € de plus par rapport au réalisé 2025, parce qu'on prend en compte une évolution dans la structure tarifaire de l'acheminement de la distribution du gaz à compter de juillet. C'est encore un peu pas très net, un peu flou. Voilà, merci Hugues. Donc on est prudent. Et aussi, en cas de régularisation de titres antérieurs, on a eu cette année une grosse somme parce que le fournisseur d'énergie nous fait des avoirs et puis nous refacture et puis oublie de nous facturer. Donc on monte un budget qui est prudent. Alors probablement qu'on est peut-être trop prudent là-dessus, mais c'est mieux comme ça. Les dépenses d'assurance sont en augmentation de plus 14 000 €. Donc les augmentations là sont toutes par rapport au réalisé, hein, pas par rapport au prévisionnel. Donc plus 14 000 € pour les dépenses d'assurance. Le bail voirie, plus 31 000 €. Les reliures qui sont obligatoires de nos actes administratifs, plus 11 000 €. L'intégration des dépenses du comité culturel et des comités de jumelage qui étaient au 65 passe au 0,12, plus 27 000 €. L'augmentation de l'enveloppe pour les espaces verts, 34 000 €. Le fourniture de repas, 24 000 €. C'est un marché qu'on passe tous les ans et on subit les augmentations chaque année. Le curage des fossés, plus 18 000 €. L'entretien des bâtiments, plus 10 000 €. Les véhicules, plus 16 000 €. La formation du personnel, plus 11 000 €. Et les remboursements de frais de formation suite à mutation d'agents, plus 9 000 €. Donc ces différentes dépenses expliquent l'augmentation non négligeable du 0,11 cette année.
Vous me coupez en fonction des questions que vous pourriez avoir. Le chapitre suivant, les charges de personnel, se monte à 3 818 000 euros, 43% de la section de fonctionnement. Ce n'est pas excessif. Dans les communes de notre strate, on est plus souvent proche de 50% du budget de fonctionnement. 43%, ça reste raisonnable. En augmentation quand même, de 2,8% par rapport au BP 2025 et pratiquement 7% par rapport au réalisé. Comment on explique cette augmentation qui représente 248 000 euros? Revalorisation annuelle des rémunérations, les avancements d'échelon, de grade, les promotions internes, les reclassements. L'augmentation des charges sociales, notamment le taux de cotisation du taux retraite des agents qui augmente encore cette année de plusieurs pourcents. Revalorisation de l'assurance du personnel et de la protection fonctionnelle. Transfert des dépenses de participation au poste Petite Ville de demain qui étaient au chapitre 65 et qui sont remises dans ce chapitre-là, donc ça l'augmente. Impact et provisions de recrutement de personnel non titulaire, en renfort, en remplacement. C'est fréquent qu'autour du restaurant scolaire, dans l'enfance jeunesse, chez les ATSEM, on doit faire face à de l'absentéisme dû à une maladie, maternité. Il faut trouver du personnel pour tenir nos missions. Donc une augmentation non négligeable, 248 000 euros, mais les services travaillent pour optimiser absolument ces ressources-là. Alors en général, le 0,12 n'est pas complètement dépensé parce qu'il y a des mutations au cours de l'année. Si un agent quitte la commune au mois de juin, recruter un agent, ça prend des mois. C'est 3 mois pour quitter son ancien poste s'il était agent pour venir à Vierme. Donc les mois passent, le salaire n'est pas réglé, donc des dépenses ne sont pas faites. C'est pour ça que le réalisé est très souvent inférieur au prévisionnel. Le chapitre 65, les charges de gestion, 736 000 euros, en légère augmentation. Vos élus vous coûtent 142 000 euros, soit une hausse de 2 000 euros par rapport à 2025. Le SDIS, le service incendie, plus 3 000 euros. La participation au CIVOM et au PNR, je ne sais pas si j'ai pas les montants, je ne sais pas si ils sont notés. Combien ? Le CIVOM est là, oui, 235 000 euros au CIVOM et 16 300 euros au PNR. La subvention au profit du CCAS de 90 000 euros qui augmente de 18 000 euros par rapport à 2025. C'est une somme qui sera appelée encore à augmenter dans les années à venir très certainement. Les subventions de fonctionnement versées aux associations et les licences et logiciels métiers plus 6 000 euros. Les autres dépenses de gestion, les autres chapitres, le 66, les intérêts de la dette pour quelques 20 et quelques 1000 euros, donc une charge de la dette qui est très raisonnable. Le chapitre 67, c'est une provision de charges exceptionnelles permettant d'annuler un titre sur des exercices antérieurs. Vous avez vu que dans le tableau, il y a 0 chiffre en face, puisqu'à ce moment, il n'y a pas de prévision à ce jour. Et le chapitre 014, 420 000 euros, c'est les sommes que nous reversons aux communes qui sont considérées moins riches que nous. C'est 2 fonds, le FNGIR et le FPIC. Ce chiffre-là sera affiné aussi parce qu'on ne le connaît pas exactement. Et enfin, les opérations d'ordre entre sections. Opérations d'ordre dit mouvement, écriture comptable, mais pas de mouvement financier, donc pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur la structure des dépenses de fonctionnement? Monsieur Bayeux. Oui, juste sur les augmentations d'assurance, augmentation des repas, est-ce qu'on ne peut pas faire de nouvelles appels d'offres pour voir si c'est fait? C'est fait chaque année? C'est fait chaque année. Ah, ça fait chaque année. Il y a un cabinet, monsieur Ficheroul, je crois de mémoire, qui s'occupe de ça, mais on a tous entendu parler des problèmes d'assurance des communes. Il n'y a pratiquement plus d'assureurs qui viennent. Je crois que nous, on a répondu à l'appel d'offres Groupama et la SMAC, je crois. Il n'y en avait que 2. Auparavant, il y en avait plutôt 3 ou 4, donc le choix est vite fait. Et pour le repas, c'est pareil. C'est tous les ans ou tous les 2 ans? C'est comme un... Je sais plus, je crois que c'est tous les ans. Tous les ans, on renégocie, mais bon, on subit les demandes. Malheureusement, c'est qu'une phrase bateau, mais tout augmente. Et les assurances, c'est pas fini. D'autres questions? Excusez-moi, j'ai Oui. loupé le coche. Pour les énergies et électricité, est-ce que vous pouvez nous donner le détail entre électricité et chauffage? Il y a beaucoup de chauffage électrique aussi. Donc, je sais pas.
Non? Oui, ça serait oui, non, mais merci. D'autres interventions? Je passe aux recettes, les recettes de fonctionnement. Vous avez le petit tableau avec les réalisés des années précédentes, le rappel du BP 2025 et les propositions 2026 et les pourcentages d'évolution. L'excédent de fonctionnement au 002, ça correspond aux chiffres que nous avons affectés tout à l'heure, 1 354 168. Les produits des services, 944 000 €. C'est les services rendus par la commune, divers et variés, école de loisirs, garderie, multi-accueil, école de musique. Et le montant est estimé à 943 000 € en évolution de 75 000 € parce qu'il y a 2 communes supplémentaires qui ont rejoint la police pluricommunale au cours de l'année 2025. Mais nous les aurons cette année en année pleine. La recette attendue de ces 2 communes, qui sont Bellois et Luzarches, est notée à 75 000 €. Les impôts et taxes au chapitre 73, 246 000 €. Il y a des fonds quand même, des fonds de péréquation auxquels nous sommes bénéficiaires. C'est le cas du fonds de solidarité de la région Île-de-France, qui est estimé à 133 000 €. Et la fraction compensatoire de CVAE, qui est un impôt économique estimé au réalisé 2025, parce qu'on n'a pas trop de visibilité, à 113 000 €. La fiscalité, 4 394 000 €, donc pas d'augmentation, on l'a voté tout à l'heure, des taux pour 2026, mais je rappelle chaque année qu'une taxe, c'est un taux par une base, et on ne touche pas au taux, mais l'État, lui, touche aux bases chaque année. Là, on a pris comme valeur 0,8%, mais on n'a pas encore c'est l'indice des prix à la consommation, mais c'est pas encore je crois le chiffre officiel de l'augmentation des bases pour 2026, donc c'est un chiffre qui était estimé. Mais sur vos feuilles de taxes, vous verrez une augmentation par l'augmentation de ces bases. Les principales recettes de fiscalité indirecte sont la taxe sur les surfaces commerciales, 38 000 €, l'imposition forfaitaire des entreprises en réseau, 10 000 €, la taxe sur les pylônes, 174 000 € et la taxe locale sur l'électricité, 80 000 €. Les droits de mutation prudemment inscrits à 200 000 €, on les met entre 2024 et 2025. Bien malin celui qui peut savoir les DMTO qui seront réalisés sur une année comme celle-ci, vu les conditions internationales qui ne manqueront pas de nous impacter. Et les droits de place des marchés hebdomadaires, remis au chiffre de 2025 à 10 700 €. Autres recettes, les dotations et subventions, le chapitre 74, 1,7 million, avec une légère baisse de 4%, 73 000 € tout de même, par rapport au prévisionnel. Au niveau des titres sécurisés, le renouvellement des passeports et des cartes d'identité, 12 000 €, nettement moins que l'année dernière, mais des communes alentours ont elles aussi ouvert ce service-là. Et puis la folie du post-Covid qui a duré quand même 2-3 ans, maintenant est terminée. Et, on n'a plus des temps d'attente de 3-4 mois pour avoir rendez-vous en mairie. Maintenant, les rendez-vous sont très rapides. On n'en fera pas donc autant que les années passées, donc on est très prudent sur ce chiffre-là. Les subventions de fonctionnement proviennent des conventions et contrats que la commune a conclus, principalement avec la caisse d'allocation familiale et le conseil départemental. Ils sont très importants, mais ils sont en baisse quand même de 50 000 € par rapport au BP 2025. Et la récupération de TVA estimée à 22 000 €. On devait, sur le fonctionnement, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, on récupérait une fraction de la TVA sur nos investissements en N+1, et depuis quelques années, je n'ai pas la date exacte en tête, on peut aussi, sur certaines dépenses de fonctionnement, récupérer de la TVA. Toutes les discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée sur les discussions sur le budget ont essayé de nous faire sauter cet avantage. Finalement, il est bien inscrit et on pourra récupérer une petite somme, c'est pas très lourd, mais quand même 22 000 € sur des dépenses de fonctionnement. D'autres recettes, les DGF, les dotations d'État, DSR, DNP, on les reconduit au montant de 2025 et reversement de DGF par la C3PF. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Auparavant, on a touché directement. Maintenant, l'État verse les sommes à l'intercommunalité qui nous reverse les montants. L'an dernier,
nous avons reçu sur ce reversement 98 000 euros et n'ayant pas le chiffre exact, on remet le même chiffre cette année. Et enfin, le partenariat avec notre école municipale de musique avec Asnières et l'Usarche pour 15 000 euros. Des produits de gestion courante, 161 000 euros, c'est les recettes des loyers des logements communaux et des locaux commerciaux que nous avons, l'allocation de la salle Maspoli et la participation du syndicat du collège pour la mise à disposition du personnel qui anime les réunions. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Les atténuations de charges, 50 000 euros, ça c'est une assurance qu'on prend quand on a des arrêts maladie de longue durée. On a une partie du remboursement du salaire par l'assurance, c'est pas 100%, mais c'est quand même non négligeable. 50 000 euros cette année. Alors pareil, c'est un chiffre qu'on ne maîtrise pas vraiment puisque on peut se baser sur les arrêts longue maladie qui avaient lieu dernièrement, mais on ne souhaite pas en avoir en 2026, mais bon, on ne maîtrise pas. Donc on le reconduit. Vous voyez, vous avez les chiffres des années précédentes qui sont mis entre parenthèses. Des questions sur les recettes, sur la structure des recettes de fonctionnement. Ah non, je passe. Pas de commentaires, je porte-voix. Qui est contre? Ah non, c'est le fonctionnement. J'ai l'investissement, je vais trop vite. Oui, bon réflexe. On a l'investissement à faire avant de passer au vote. Donc je passe à l'investissement. Pas de questions sur le fonctionnement. On va y arriver. Alors, les dépenses d'investissement sont proposées à 6 659 426. Qu'est-ce qu'on a dans ce chiffre conséquent? 330 000 euros inscrits pour réviser une voirie dans sa totalité. Donc ça, l'équipe future fera son choix. Pour l'instant, il est quand même prévu de refaire la voirie, j'ai oublié le nom, au niveau du Caboisson, qui est vraiment extrêmement dégradée. En tout cas, une somme de 330 000 euros est mise cette année. On en a parlé tout à l'heure, l'éclairage public, 200 000 euros. L'aménagement de la demeure bourgeoise et du centre médical. Et surtout du parking attenant. Maintenant qu'on a mis en place une maison médicale, il faut organiser l'accès et notamment des places de parking. L'école de musique, installation de la rampe PMR, depuis le temps qu'on en parle, on le fera un jour. De la main courante, de la porte d'entrée du rez-de-chaussée, l'aménagement de la salle de percussion au sous-sol au niveau du hêtre pourpre, et une provision pour les menuiseries. L'acquisition de 3 cellules commerciales dans le projet de réhabilitation de l'ex-gendarmerie pour 668 000 euros et 50% de la participation à l'équilibre du projet, 267 000 euros. La consignation de l'indemnité provisionnelle dans le cadre du contentieux du 1 rue de la Gare, 43 000 euros, qui se soldera bien un jour, mais on attend. La mise en œuvre d'une clôture pour sécuriser le mur mitoyen du parking rue de la Garenne, 35 000 euros. L'aide au ravalement des façades de rue de Paris, on le met chaque année, 6 000 euros. Et encore quelques achats pour les manifestations, des tentes, des bancs, des tables pour 6 500 euros. Pour l'enfant, jeunesse et la petite enfance, l'étude de l'extension de l'accueil de loisirs, 50 000 euros. Et une première partie des travaux, 520 000. Après moult discussions, on a quand même fait baisser le montant qui était annoncé à plus d'1 million il y a quelques mois et on est plutôt maintenant à 600 ou 800 000 euros. Donc probablement que 520 000 euros pour l'exercice 2025, c'est un peu élevé. L'acquisition de mobilier extérieur pour l'accueil de loisirs, 7 500 euros. La création du pump track, 240 000 euros. La commission d'appel d'offres a eu lieu. Les travaux, si tout se passe bien, pourraient commencer d'ici un petit mois. Les travaux au multi-accueil, notamment les sols souples du jardin, 61 000 euros. L'aménagement de locaux pour la création d'une maison des assistantes maternelles, 80 000 euros. C'est un projet qui est porté par les professionnels du secteur dans des locaux communaux et qui rentrera dans les loyers communaux puisqu'il y a un loyer qui sera évidemment payé. Les travaux de réagencement des toilettes du bâtiment B de l'école alimentaire, 35 000 euros. Le réaménagement du restaurant scolaire, 150 000 euros. Peut-être aussi un petit peu élevé, on va voir. L'acquisition d'un tapis de sol enroulable dans cette salle pour les ateliers motricité de l'école maternelle, 9 000 euros.
Pour ce qui concerne la valorisation du patrimoine, le solde des travaux de restauration du clocher, 238 000 euros. Les travaux de restauration des façades de l'église, 768 000 euros. Est-ce que j'ai autre chose de mon bazar, là? Est-ce que c'est où, ça? Je sais pas ce que j'ai foutu avec mon... On est où? Au point 3. Rénovation de l'orgue, 62 000 euros. Peut-être ça, Michel. Il est où, Michel? Il est là. Peut-être que ça pourrait être financé par le travail que tu effectues et l'argent récupéré à la Fondation du patrimoine. Hein. La continuité... Oui, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, je ne le pense pas parce que la convention qui a été signée avec la Fondation du patrimoine le 4 juillet 2024 ne peut être soldée avec une anticipation. La fin de Oui, il faut attendre. En fait, cette convention était signée pour 3 ans et donc ça nous mènerait au 4 juillet 2027. Bon, s'il faut... On verra. Si l'orgue peut attendre ou si c'est vraiment d'une urgence absolue, on verra. Bon. Sinon, ça sera affecté à autre chose, mais toujours pour la rénovation de l'église, bien évidemment. La continuité de l'aménagement de la cour du CTM et des locaux, 51 000 euros. Provision pour les préemptions par la SAFER, on le met cette ligne chaque année, 20 000 euros. Le remplacement de la chaudière du gymnase, 15 000 euros. La rénovation des logements communaux, 42 000 euros. Remplacement de la chaudière à la police municipale, 15 000 euros. Des achats d'équipements d'outillage technique, 63 000 euros. L'achat d'un véhicule utilitaire électrique et un chariot de nettoyage pour le service voirie, 37 000 euros. On continue notre politique de gestion des cimetières et reprise de concessions et acquisition d'un logiciel de gestion des cimetières et une enveloppe dédiée à la vie du parc informatique. C'est une nouvelle ligne qui n'apparaissait pas les autres années pour 10 000 euros. Voilà, j'ai fini les dépenses d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions sur les dépenses d'investissement? Oui. Oui, j'en ai plusieurs, mais sur un courrier que je vous ai fait passer et que je souhaiterais effectivement qu'il soit mis au procès-verbal, vous indiquez la mise en œuvre d'une clôture pour sécuriser le mur mitoyen du parking, 35 000 euros, alors que sur les courriers qu'ont reçus les copropriétaires, vous indiquez 49 560. Vous voulez pas qu'on en parle pendant votre point tout à l'heure, pendant votre question? Puisqu'on est en train d'en parler sur le budget. 49 000, la somme que vous indiquez de 49 000 euros, c'est dans le cas où tous les riverains sont d'accord pour venir avec nous dans la réfection du mur mitoyen. Comme ce n'est pas le cas, puisque à ce jour, je crois qu'il y a un seul riverain qui a donné son accord, on ne refera pas le mur, on mettra une clôture de sécurisation. Mais ce n'est pas indiqué dans le courrier qu'ont reçu les gens. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. Okay. Ensuite. Alors, sauf si, j'ai pas de mémoire, mais ça peut arriver. Hein, à quel moment ça a été décidé, par exemple, le remplacement, pardon, excusez-moi, pas le remplacement, mais pour 150 000 euros, l'aménagement de la cantine scolaire, ça a été décidé à quel moment? C'est dans les réunions grands travaux, c'est décidé depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois attendez, calmez-vous, ça va bien aller. Depuis plusieurs années, il était question de l'agrandissement du restaurant scolaire et de la rénovation du self. Jusque-là, j'ai bon? Non, non plus. Dites-moi tout. Les réunions grands travaux, je crois me souvenir qu'en 6 ans, il y a dû y en avoir 2 ou 3. Peut-être, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu un projet d'extension du restaurant scolaire et de rénovation du self. On est d'accord? Bon, donc on est d'accord. L'extension donc n'a pas été faite pour les raisons de l'époque qui était qu'il y avait un problème sur le lot charpente où il n'y avait pas, personne n'a répondu puisque c'était le début des événements en Ukraine et que le bois prenait 30% tous les 15 jours, donc personne n'a répondu. 6 mois après, on a fini par trouver quelqu'un qui voulait bien le faire à un prix exorbitant. Donc on a dit non. Et puis les années ont passé, et puis on a fermé une classe en maternelle, et puis on en fermera peut-être une en élémentaire, donc ça ne me paraît pas forcément judicieux de faire un agrandissement du restaurant scolaire, en tout cas en ce moment. Par contre, le self et la réorganisation du self, oui, c'est toujours d'actualité, et ça suit son cours, et donc on a trouvé un moyen, je pense, pour améliorer à la fois que les enfants soient plus à l'aise pour leur repas, et que les agents travaillent dans les meilleures conditions. Donc vous avez dévié, vous êtes parti de travaux d'agrandissement pour faire de Non, il y avait les deux. l'aménagement. Non, il y avait les deux.
enfin, Il y avait l'agrandissement et la rénovation du self. il n'y a pas eu de réunion d'information pour nous présenter cette modification. Vous l'avez vu dans les commissions finances, vous m'en parlez maintenant parce que c'est bien, c'est votre rôle, mais vous étiez aux commissions finances, il me Non. semble. Non. Qui est-ce Non, qui siège aux grand commissions travaux. finances? J'étais aux réunions Qui est-ce qui de siège aux finances dans votre groupe? Madame Bernard. Voilà, donc Madame Bernard était là, donc elle a eu connaissance des dossiers. Oui, non, mais ça aurait dû être décidé en réunion grands travaux. Pas forcément, c'est pas obligatoire. Des réunions grands travaux, il doit y en avoir tous les 3 mois. C'est pas obligatoire. C'est ce que Madame Lejean a dit lors d'une... C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Les commissions finances sont tenues, elles sont tenues comme elles doivent être tenues chaque année, et les projets ont été présentés, celui-ci notamment y était. Donc quand la DGS dit quelque chose, ça peut être une connerie. Comme tout le monde, moi le premier. Mais enfin, j'ai pas souvenir de cet échange-là, mais enfin bon, si vous le dites. Ah, si, Autre si. question? D'autres questions? Non? Recettes de fonds d'investissement, donc les subventions pour 1 655 000 pour les opérations suivantes. Rénovation d'éclairage public, on l'a vu tout à l'heure dans les APCP, 24 000 euros par le SDEVO, le syndicat d'électricité, 75 000 euros par la région et 13 000 euros pour le département, soit un total de 112 000 euros. Construction d'une piste de pump track, 75 000 euros par la région et 66 000 euros par le département, 141 000 euros. Le clocher de l'église, 84 000 euros par la DRAC, 83 000 euros par la région, 23 000 euros par le département, 190 cas. Façade de l'église, 265 000 euros par la DRAC, 240 000 euros par la région et 200 000 euros par le département, total de financement de 705 000 euros. Rénovation de l'orgue, 15 000 euros par la région et le département n'a pas donné sa réponse. La somme n'est donc pas inscrite au budget. Centre médical, 22 000 euros par le département et RAR à régler pour le Square Albou et les théâtres de verdure et le centre médical, 468 000 euros qui sont engagés, qui restent à régler, qui restent à recevoir de subventions. Les dotations fonds divers et réserves, le FCTVA 180 000 euros, la taxe d'aménagement 2 000 euros, l'excédent antérieur reporté vu tout à l'heure 754 000 euros, l'affectation du résultat de fonctionnement 478 000 euros, l'autofinancement, donc l'équilibre budgétaire de la section se fera par l'autofinancement dégagé en section de fonctionnement qui sera viré ensuite en recette d'investissement et le recours à l'emprunt, qui sera de l'ordre de 2 312 000 euros si les travaux et les projets avancent comme on peut l'attendre. Donc le budget qui vous est proposé au vote est donc évidemment équilibré en recettes et en dépenses. Pour le fonctionnement, 8 859 533 euros et 24 centimes. En dépenses et recettes d'investissement, 6 659 426 85, soit un total de 15 518 960 euros et 9 centimes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, merci de votre présentation. Nous prenons acte de tout ce que vous dites. Bon, nous, J'espère on bien. note déjà qu'il y a plus de ventes de sessions non signées pour équilibrer le budget, ce qui a été sans arrêt notre reproche pendant 5 ans. Plus de De sessions non signées ou en attente de signature bientôt pour équilibrer le budget. Nous avons également noté le prêt que vous proposez dans votre budget primitif de 2,3 millions d'euros pour payer les restes à réaliser, les travaux. Bon, nous, de toute façon, on est contre les principaux objectifs de ce budget, donc on votera contre. Sachez que dès notre arrivée, en fait, on comptera faire un audit général des finances pour avoir une vision claire et déterminer les responsabilités de chacun. Un audit qui sera visible, accessible aux habitants. Merci. Très Voilà. bien. Non, Cela étant dit, oui. Moi, je vais reprendre effectivement. Moi, je suis étonné qu'à 2 jours de la fin de cette mandature, on dit qu'on va faire un prêt de 2 millions 321. Je suis assez étonné. Alors, non, vous n'avez pas tout saisi. Je vais réexpliquer. La question s'est posée. D'ailleurs, dans beaucoup de villes, le budget n'est pas voté avant les élections. J'ai préféré le voter avant les élections pour plusieurs raisons. D'abord, en année élective, le budget doit être voté au plus tard le 30 avril de l'année en cours. Si on n'avait pas voté de budget aujourd'hui,
il aurait l'équipe qui arrive, et si on n'avait pas construit de budget d'ailleurs tout simplement, l'équipe qui arrive avait 3 semaines pour monter un budget, puisque 30 avril, il faut envoyer les convocations 10 ou 12 jours avant. Ça mène au 20 avril, plus la réunion d'installation du conseil municipal qui est le 20, je ne sais plus combien, en 3 semaines. Bonjour pour monter un budget. Donc première difficulté. Autre avantage, le budget étant voté, ça permet d'avancer sur les menus dépenses d'investissement de fonctionnement, puisque les dépenses, par exemple, je pense au bail voirie, par exemple, s'il y a des trous à faire sur la route, heureusement qu'on vote un budget pour que dès demain ou lundi, on puisse intervenir et faire travailler les entreprises, puisque le budget est libéré. Deuxième avantage. Et enfin, surtout, si le budget ne convient pas à l'équipe qui sera élue, ça s'appelle une décision modificative. Les emprunts ne sont pas contractés si les projets ne vous conviennent pas. Il n'y a pas d'emprunt qui sera contracté là, tout de suite. Les emprunts sont faits en fonction des budgets, des travaux qui avancent et des besoins financiers qu'on a. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas d'emprunt qui est contracté en ce moment. Pas compris, je pense que je ne suis pas le seul dans cette salle. Donc, merci à vous d'avoir posé la question, comme ça j'ai pu éclaircir le point. Mais c'est vrai que ça vient, je veux dire, valider des décisions auxquelles moi je ne comprends pas et qui arrivent presque comme un cheveu sur C'est pas grave. C'est pas grave, vous ferez une décision modificative et puis tout ça sera modifié. Il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un budget et on peut continuer à travailler. Et on en fait régulièrement des DM, vous savez ce que c'est, donc elle peut être énorme, elle peut être faite au mois de mai. Le budget étant voté, l'équipe qui sera en place pourra prendre son temps et en 2 mois ou 3 mois, elle pourra préparer une très grosse DM et modifier le montant de l'emprunt, modifier tout ce qu'elle veut. Il n'y a pas de... Ça n'engage pas, sauf le pump track, qui lui, la commission d'appel d'offres a eu lieu, et puis peut-être le restaurant scolaire, peut-être aussi, la rénovation du self. Pour le reste, et ça ne demandera pas forcément d'emprunt. Pour le reste, personne n'est lié à rien. D'autres interventions ? Allez, je passe au vote. Qui est contre ? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient ? Merci à tous. Alors, le point suivant. Je devrais le retrouver là. Point 9. Je passe la parole à Daniel Dess pour l'instauration de la redevance d'occupation du domaine public et de redevance d'occupation publique provisoire due par le réseau de distribution d'électricité et de gaz. C'est un point, je crois, qui était à l'ordre du jour du dernier conseil municipal. Le président du SDEVO étant absent, on l'a reporté à ce soir. La parole est à toi, Daniel. C'est bon ? Bon, donc je ne prendrai pas part au vote par rapport à, disons, à la présidence du SDEVO. Bien, cette délibération proposée concerne la redevance due pour l'occupation du domaine public par Enedis, notre prestataire de distribution d'énergie électrique. Lors de la création du SDEVO, voici quelques 30 ans, la commune de Viarmes a mutualisé cette redevance en la reversant au syndicat afin de pouvoir bénéficier de ses services. Cette délibération était définie par un décret de 1956 instituant cette redevance. Ce décret sera abrogé fin 2026 et si nous voulons toujours bénéficier des services et des investissements du SDEVO, nous devons reprendre une délibération de mutualisation et cette fois en application d'un décret de 2002 et ceci avant fin 2026 afin de rendre effectif la redevance perçue pour l'année 2027. Le montant dû par Enedis est établi suivant une formule définie par le décret de 2022, réévaluée en 2023. La formule que vous avez effectivement mentionnée sur la note de synthèse que vous avez. Si vous faites le calcul de cette redevance, la participation donc d'Enedis par rapport au territoire de Viarmes correspond à un versement de 1 500 €. Alors, si vous voyez le montant de la subvention qui a été mentionné tout à l'heure pour l'éclairage du SDEVO qui était de 46 620, vous voyez que l'investissement, il est pas mal quand même. OK. Bon, cette redevance mutualisée par les quelques 180 communes du Val d'Oise entre dans le budget général du SDEVO, abonde son budget de fonctionnement, ce qui nous permet de bénéficier des services, notamment en matière de groupement de commandes d'énergie.
Elle nous permet également de bénéficier de subventions lors de travaux sur nos réseaux d'éclairage. C'est ce qu'on a vu déjà au cours de cette séance. Elle participe également aux investissements du syndicat, les bornes de recharge de véhicules électriques, entre autres. Et si vous voulez bien, voilà. Donc la délibération concerne, on instaure cette redevance d'occupation suivant les nouvelles données. On fixe le montant de la redevance selon la formule de calcul qui vous est proposée. On donne l'accord pour revaloriser le montant de la redevance tous les ans et on confirme la mutualisation de cette redevance avec le SDEVO. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bien. Bien. Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention? Pas de vote contre? C'est admis à l'unanimité. La délibération suivante qui concerne également, disons, la redevance au niveau d'Enedis, ça concerne une redevance complémentaire lorsque Enedis intervient sur le territoire d'une commune pour faire des travaux. Il y a eu énormément de travaux en 2025 par Enedis. Donc l'occupation du domaine public au cours de ces travaux génère également une redevance. Le montant de cette redevance est à peu près 20% de la redevance précédente. Donc annuellement, c'est payé annuellement, même s'il n'y a pas de travaux. Enedis verse donc au syndicat d'énergie 300 € par an. Voilà. Donc on vous demande d'approuver effectivement le reversement de cette redevance au SDEVO pour pouvoir bénéficier. Voilà. Il y a des questions? Pas de débat là-dessus. Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Unanimité, merci Daniel. Point suivant, le point 11, qui concerne des dommages concernant un véhicule municipal. Le 18 novembre 2025, un véhicule de la PM, de marque Hyundai modèle Tucson, a été endommagé par l'emprunt d'un terre-plein central lors d'une intervention. Le rapport d'expertise a conclu que le véhicule était concerné par la procédure véhicule gravement endommagé. Il a donc été nécessaire qu'un expert qualifié véhicule endommagé soit mandaté par la ville avant le début des travaux. Le garage Protea by Riester, agréé Hyundai, a transmis à la ville de Viarmes une facture à hauteur de 8 939 € TTC pour la prise en charge des réparations. Ma délégation ne me permet pas de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux quand ça dépasse 5 000 € par sinistre. Ce montant défini dans la délégation du maire étant inférieur au coût des réparations pour ce sinistre, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le paiement de ce devis pour la réparation des dommages sur ce véhicule. Si vous voulez pas, on le met à la poubelle. Pourquoi est-ce que l'assurance ne prend pas en compte? Pourquoi est-ce que l'assurance ne prend pas en compte? Il a été mandaté. Oui, bah on attend sa réponse, j'imagine. De toute façon, la dépense sera faite, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une indemnisation après. Okay. Merci. De toute façon, l'assurance est dans le jeu, mais on n'a pas de retour, hein, c'est ça? Pas de retour à ce jour. Et sur cet accident, il y a eu des blessés ou pas? Non. Ah, c'est la bagnole. Bon, d'accord. Ouais, que la voiture a été blessée uniquement. Abstention, contre, unanimité, merci. Le point 12, qui est un point concernant les ressources humaines. Le conseil municipal du 12 février a décidé que le compte épargne temps est indemnisable à hauteur de 25 jours par agent et par an. Et il s'agit de constituer une provision pour 2026. Et on propose au conseil municipal de constituer cette provision pour financer le compte épargne-temps d'un montant de 7 983 €. Et vous avez le tableau avec les catégories ABC, le nombre de jours, le nombre d'agents, le nombre de jours épargnés et les sommes que ça représente. Je vous écoute. Oui. L'ensemble des agents ont été concertés sur cette question. Ont été Concertés. Oui, bien sûr, pendant le CST. Comité. Ils sont tous d'accord, ils sont. Bah oui, on a unanimité au CST. Enfin, sauf si vous me dites le. Oui. Bah, c'est plutôt bien.
Je porte aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Une abstention. 3 abstentions. 4 abstentions. Pas de contre. 4 abstentions. Merci à tous. Alors, l'ordre du jour est épuisé. Oui, je les ai là, je les ai retravaillés. Et nous passons au moment tant attendu des questions. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4... il y a 5 questions qui sont à chaque fois un peu longues. Donc, règlement pour règlement, vous savez que le règlement du conseil intérieur du conseil municipal limite à 15 minutes le temps d'échange sur ce point. Donc, je réponds à vos questions, mais engager un débat sera compliqué. Première question, vous voulez savoir pourquoi les panneaux officiels pour la campagne électorale n'étaient au départ que de 3 puis de 5. C'est vous, Madame Misnard, avec Madame Bernard, qui est allée en mairie et en vous étonnant qu'il n'y ait que 3 panneaux. Vous n'êtes pas? C'était vous, c'était M. Bignolet, avec Mme Bernard? Enfin, vous étiez 2, il me semble. Vous êtes étonné du fait qu'il n'y ait que 3 panneaux dans la ville. Quelques jours après, l'autre candidat est venu me voir en s'étonnant également qu'il y avait un manque de panneaux criants, puisqu'on n'avait mis que 3. Il y en avait un au cimetière, un à la mairie et un au gymnase. Puisque les 2 candidats ont relevé ce problème, on en a mis 2 supplémentaires, qui sont où? À la Garenne et à la gare, je crois. Voilà. Deuxième question, la facture de M. Grégory Philippe, conseiller municipal. Donc, il s'agit là de... je vais lire votre texte. Dans le cadre de notre mission de contrôle action municipale, la bonne utilisation des deniers publics, nous avons relevé l'existence d'une facture émise par ce conseiller municipal auprès du comité des fêtes de Vierne, plus précisément auprès du comité de jumelage de Morcotte. Compte tenu des liens étroits qui peuvent exister entre la commune et cette association, notamment lorsqu'elle bénéficie de la subvention la plus importante de moyens matériels ou de mise à disposition par la collectivité, cette situation soulève des interrogations quant aux règles de prévention des conflits d'intérêts et à la bonne gestion des fonds publics. Et vous voulez que je réponde à 3 questions sur ce point. Quel est le montant de cette facture? Il est de... M. Bignolet le connaît puisqu'elle a été transmise au mois de novembre, je crois, de 1150 € TTC. 1150 €, ça comprend le travail, la sculpture sur une pierre de peut-être 40 par 40 qui a été faite et de 15 petites pierres cadeaux individuels qui ont tous été remis aux membres du comité de jumelage de Morcotte, évidemment aux membres du comité de jumelage italien. Pour quelle prestation? C'est la prestation suisse, mais il parle italien, ça me perturbe. Pour quelle prestation? Donc, je viens de vous le dire. Et qui a réglé cette facture? Donc, c'est le budget, le comité de Morcotte sur son budget. Et vous vous interrogez sur le conflit d'intérêts. Rien n'interdit à un élu d'avoir des relations financières avec la commune à laquelle il est. Par contre, il y a quelque chose qui est important, et heureusement ça s'est passé comme ça, cet élu ne peut pas prendre part au vote qu'il fait bénéficier de cette éventuelle écriture. Et le budget de Morcotte a été voté au budget 27 mars 2025, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, et Grégory Philippe était absent, il n'a donc pas pris part au vote, il n'a donc pas voté. Hier, par exemple, il y a quelques jours, il y avait un conseil d'administration du CCAS où on a voté le budget, et puis tout à l'heure on en a fait plein. Il y a plein d'élus ici qui ont, certes c'est des associations, mais le principe est le même. Ils ne prennent pas part au vote et le conflit d'intérêts est écarté. Par ailleurs, les offres qu'on a pu avoir sur ce travail-là qui était demandé en vue de l'anniversaire de jumelage des 65 ans à Morcotte, était plutôt aux alentours de 2500 à 3000 €. Et là, le travail était fait pour 1150 €. Donc, c'est plutôt une moindre dépense. Et le comité de Morcotte a moins dépensé d'argent, du coup. Troisième question, la publication sur la source viermoise. En page 14, dans la rubrique Travaux, des photos ont été prises par un drone. Et vous posez des questions. Les habitants dont les habitations sont proches et qui figurent sur les photos ont-ils donné leur accord? Une autorisation a-t-elle été délivrée par la préfecture, DGAC ou la commune? Et qui a mandaté la société qui a pris les clichés? Et quelle preuve avez-vous donné qu'il s'agissait, quelle preuve vous a été donnée qu'il s'agissait d'un télépilote professionnel déclaré? Donc les photos ont été prises par la société Cocherie qui réalise les travaux du Square Albou.
Ils ont l'habitude, surtout leur chantier, de faire un reportage drone, certainement pour une communication chez eux. C'est une grosse entreprise, donc je ne doute pas qu'elle est en règle avec la réglementation. Et on lui a demandé de ne faire pas venir ces autorisations qu'elle a peut-être eues auprès de la préfecture. Mais si c'est un drone très petit, de moins de 250 grammes, il n'y a pas particulièrement d'autorisation à demander, sauf qu'on est en ville, donc probablement qu'ils doivent en avoir une et qu'ils vont nous la fournir. Il n'y en a que 2, hein, parce que sur 2 autres, ce n'est pas des photos de drone, c'est des photos qui ont été prises au sol. Et il n'y a pas de riverain, il n'y a pas d'habitant qui a été filmé, donc il n'y a pas de sujet. Question de monsieur Jacques Bayeux. Donc le mur mitoyen, on revient dessus, sur le parking du Clos de la Garenne. Alors, pas d'inquiétude, vos 2 questions seront mises au procès verbal comme vous le demandez, et c'est normal. Alors vous mettez tout un... Je vais essayer de résumer. Donc lors du conseil... Oui, mais il y a du texte. Lors du conseil municipal du 25 septembre, vous m'avez questionné sur la réalisation d'un parking du Clos de la Garenne et sur le fait que les propriétaires riverains n'ont pas été informés de cette opération, ni même invité à une réunion de préparation de ces travaux, alors que le mur attenant sur le parking est mitoyen. Et ils ont reçu, le 11 septembre, un courrier de monsieur le premier adjoint indiquant qu'on a constaté que le mur était dans un état de délabrement avancé qui pouvait présenter un risque pour les personnes et pour les biens. On a donc invité les riverains à une réunion en septembre, je crois, ou en octobre, pour faire le point sur ce chantier-là et sur ce problème-là. Et les propriétaires ont fait valoir qu'ils n'ont à aucun moment été invités à une réunion d'information ni de préparation, ce qui est vrai. Et ils font remarquer qu'il n'y a eu aucun constat ni état des lieux. Et le comble, dites-vous, le bornage du terrain n'a pas été réalisé avant la mise en œuvre du chantier. Je crois que ça a déjà été dit au dernier conseil. Effectivement, il est de bon usage de faire des réunions avec les riverains préparatoires à un chantier. Ça a été dit et j'ai pas de problème pour reconnaître un manque de courtoisie là-dessus et c'est pas un souci. Je veux bien le reconnaître qu'il n'y a pas de problème. Mais quelle importance que ce bornage ait été fait après les travaux? Où se délimite. Plus près parce que je suis pas sûr que... C'est important de savoir où se délimitent les terrains. N'importe quel propriétaire privé qui commence des travaux et si effectivement le terrain n'a pas été borné, il exécute au moins le bornage. Oui, mais que le bornage ait été fait avant ou après n'aurait pas changé le fait qu'on allait faire les travaux. C'est-à-dire que si le bornage fait a posteriori avait dit que le mur était 100% municipal, il n'y avait pas de sujet, la municipalité prenait en charge les travaux et chacun vaquait à ses occupations. Or, le bornage a dit que le mur était mitoyen et donc la question se pose. Quant au problème que quand le géomètre est venu, qu'il n'y avait personne de la mairie sur place, la mairie n'a pas à être sur place, le géomètre il travaille de manière indépendante et on n'a pas à être derrière son dos pour savoir la qualité de son travail. Enfin, il le fait, c'est des gens qui sont spécialisés. Tu voulais dire quelque chose ou je continue? Oui, je voulais dire, le bornage, ce n'est pas une obligation avant travaux. Hein. Il y avait un mur existant, donc on peut penser au démarrage des travaux que la limite séparative entre les propriétés, c'est le mur. Après, la question, c'est quand les travaux ont commencé, on a constaté que le mur n'était pas du tout en l'état comme il aurait pu l'être, parce qu'il y avait de la végétation qui était dessus. Et c'est en faisant les travaux et en retirant la végétation qu'on nous a alertés sur l'état du mur. Mais il n'y a pas d'obligation, je dirais, à faire un bornage, quel qu'il soit, avant travaux, puisqu'il y a un mur. Le bornage, il est intéressant quand il n'y a rien qui permet de délimiter. Tandis que là, il y a une délimitation naturelle qui est faite par le mur. Après, le tout de savoir si le mur est bien implanté, je dirais, en limite séparative. Et pour ça, on est obligé de passer par un géomètre. Mais s'il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, la question, elle se pose qu'après coup, là, en l'occurrence, pas avant. Elle aurait pu se poser avant, justement, elle aurait pu se poser avant, et vous savez très bien que c'est le cœur du conflit. Moi, en tout cas, d'une façon générale, je pense qu'on aurait pu éviter de se retrouver dans une démarche judiciaire avec des copropriétaires si les choses avaient été faites différemment. Non, mais c'est pas le cœur du conflit. La démarche judiciaire ne vient pas de nous. Hein. Nous sommes ouverts à la discussion, et nous avons proposé des réunions. Maintenant, s'il y a des riverains qui pensent que l'action judiciaire va arranger la solution, à faire avancer les choses, ça les regarde, mais pas moi. Au moins, il dira le droit.
Alors ça, je serais de vous, je ferai attention, parce que vous savez, les Si, il y jugements a un rendus droit, sont comment, pas on sait toujours... pas. Mais rien ça n'aurait pas changé grand-chose, hein. De toute façon, tant que je serai maire, la mairie ne paiera pas la rénovation de murs de privé. D'où ça retombe sur la question que vous posiez tout à l'heure, l'histoire des 49 000 et 35 000, puisque entre-temps, on a eu les réponses des riverains et seul un a répondu favorablement, 2 riverains ont répondu favorablement. On n'a pas d'autre solution que de mettre une clôture en retrait du mur, suffisamment costaud et solide pour contrer un mur qui bougerait, et puis les murs continueront leur vie comme ça. Vous avez aussi parlé du constat fait par le cabinet GBIM. Alors là, vous dites que je m'étais engagé, j'avais déposé le constat chez les riverains, c'est ça que vous dites à un moment ? Ce que je dis, c'est que vous avez dit au cours du conseil municipal. Oui, donc j'ai pas dit ça du tout. Que ce document avait été déposé dans Non, ce que j'ai dit au conseil municipal, c'est que la lettre d'invitation à la réunion du 1er décembre avait été déposée par un agent dans les boîtes aux lettres, ce que les riverains contestent, puisque un seul est venu et les autres ne sont pas présentés. Donc c'est la lettre d'invitation qui a été déposée. C'est exactement ça qui s'est dit. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement, puisque le commissaire de justice, c'est un travail vidéo qu'il a fait qui ne peut pas être mis par la poste, le commissaire de justice. Ceci dit, je vous rejoins, ce document, cette vidéo peut être transmise aux riverains et doit être transmise aux riverains, et elle le sera, et uniquement à eux, parce que seuls eux ont vocation à la recevoir. Enfin, pour ce qui est des avocats, donc oui, on avait pris contact avec nos avocats, et puis on est revenu sur notre position ensuite, puisque les riverains ne répondant pas, moi, la procédure judiciaire, pour moi, et tant que je serai maire, n'avancera plus, puisque on a pris parti, pour l'instant, de mettre un grillage en retrait du mur. Ensuite, dernière question de votre part, l'analyse des besoins sociaux. Donc plusieurs fois, vous m'avez posé la question dans les différents conseils municipaux sur l'analyse des besoins sociaux qui n'a pas été faite par l'équipe, et chaque fois j'ai dit qu'il y avait du retard et qu'on n'avait pas commencé, ce qui est vrai. Et puis vous dites qu'à ce moment-là, après plusieurs rappels, vous vous êtes rapproché de Madame Lecomte pour lui proposer mon aide. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Non, c'est pas comme ça. Je crois plutôt que c'est nous qui vous avons proposé de rencontrer Valérie Lecomte. C'est faux. Et la discussion a eu lieu au CCAS dans un conseil d'administration où a été décidé conjointement, vous et elle, de faire un questionnaire. On est d'accord là-dessus ? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, pas du tout. Je suis Dites-moi. très clair sur cette question et je le redis. J'espère que c'est une simple confusion de votre part. Non, c'est pas une confusion, j'affirme. Et il n'y a pas de malhonnêteté non plus, contrairement à ce que vous dites dans vos textes. C'est pas parce que vous êtes maire que vous avez la parole de vérité. Mais c'est pas non plus parce que vous êtes conseiller municipal que vous avez la raison également. Vous ne m'avez jamais proposé une mission concernant l'ABS. Je conteste vos propos. C'est pas non. C'est pas une mission ABS là. Non, c'est pas une mission ABS. C'est de venir nous aider à travailler avec Valérie pour réfléchir. Pas une mission ABS. Hein. C'est pour réfléchir. D'ailleurs, vous l'avez eu puisque cette discussion a bien eu lieu au conseil d'administration du CCAS où vous avez bien construit un questionnaire avec Valérie. Mais je ne suis pas présent. J'étais pas présent. Vous n'étiez pas avec Valérie. Le questionnaire n'a pas été fait. Si. Bon, alors il a bien merci de le reconnaître. Et ma question du départ, c'était, on n'a jamais eu de retour de ces questions. Oui, mais vous auriez pu vous y intéresser aussi. C'est un sujet tellement important pour vous. Je le redis. D'abord, je n'étais pas présent au CCAS, parce que je n'étais pas élu à l'Assemblée du CCAS, mais je redis que vous ne m'avez jamais confié une quelque mission concernant le... il n'a jamais été question de ça. C'est moi qui me suis rapproché de Valérie Lecomte, et elle peut le dire s'il y a un minimum d'honnêteté. Oui, bien sûr, mais vous êtes honnête et nous, on est des méchants, mais tous vos propos vont vers ça. Donc, c'est bien, c'est une attitude intéressante. En tout cas, aucune mission ne vous a été confiée, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de vous rencontrer pour venir travailler avec Valérie sur le sujet, ce que vous avez fait en partie, et vous dites que vous n'avez jamais de retour sur le questionnaire. Si c'est un sujet si important pour vous, rien ne vous empêchait de vous rapprocher de Valérie pour dire où on en est. Et ce questionnaire, d'ailleurs, il y a eu 10 réponses entre nous. Ce n'est pas que c'est une question importante, c'est une obligation légale que vous n'avez pas respectée. Oui, je ne l'ai pas respectée. Et d'ailleurs, dans aucun des 2 programmes à venir, je ne vois cette analyse des besoins sociaux. Donc, vous feriez bien de vous rapprocher de votre tête de liste et de vous en inquiéter, parce que c'est un sujet qui est très important pour vous et ça n'apparaît pas dans son programme.
Mais c'est tout. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur cette question ou est-ce qu'on a bien échangé? Et vous étiez présent au CCAS dernièrement d'ailleurs, donc il y a un agent qui sera formé en vue du travail sur cette analyse des besoins sociaux. D'où ma question que j'avais posée à ce moment-là. Eh bien, vous voyez, c'est positif. Merci de votre contribution. Est-ce que, voilà pour les questions orales ou écrites comme on veut, est-ce que les élus veulent dire un mot? Pascal, Michel, Daniel, dites. Oui, simplement que, comme vous avez pu le constater, le CIMABI a engagé la dernière tranche de réfection de l'étang. Bon, donc après la réfection du mur et de la sente, etc., on a engagé donc la réfection des 2 descentes en pavé. Donc les descentes seront pavées jusqu'à un certain niveau en dessous du niveau d'eau permanent qui sera défini. Et puis ensuite, pour permettre effectivement une stabilisation des pavés et éviter que dans 5 ans, dans 10 ans, on soit confronté au même problème, il y a des grosses pierres qui ont été mises en aval de la descente de façon à stabiliser toute la partie pavée. C'est Voilà. visible en ce moment pour ceux que ça intéresse. Hein. Voilà. Et puis, il y aura, dans le même chantier, il va y avoir une nouvelle, un trop-plein qui va être mis au niveau de l'étang, de façon à ce que l'étang soit toujours stable au niveau qui aura été défini, sauf en cas d'alerte météo, où il faudra descendre le niveau de l'étang pour permettre effectivement, dans le cas d'orage, de pouvoir stocker un volume d'eau suffisant pour éviter les inondations de la rue de Paris. Voilà, donc c'est un chantier qui devrait se terminer dans 3 semaines environ. Merci Daniel. Pas d'intervention? Pascal? Sarah ensuite, oui. Oui, je voudrais vous rappeler quelques dates d'événements qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines et dans le prochain mois. Mes collègues pourront me compléter, bien sûr. Donc samedi qui vient là, samedi 14 mars, c'est le carnaval. À partir de 13h30, pardon, il y a un atelier de maquillage à l'école maternelle. À 15h, départ du défilé devant la mairie jusqu'au parc de Touteville pour l'embrasement de Monsieur Carnaval en musique, puisque l'école de musique anime cet événement. Et à l'arrivée donc au parc de Touteville, crêpes et boissons. Toujours le 14 mars, je crois qu'il y a la Saint-Patrick. Tu veux en parler? Vas-y. Parce que là, c'est bon. Donc, le comité de jumelage va d'abord participer au défilé du carnaval. On a tous des chapeaux de tailles différentes, de formes différentes. On va être habillés en vert. Et on finira la soirée, la journée avec la soirée Saint-Patrick. Donc, on a un nouveau groupe cette année. On avait pris 3 années de suite le même et on a changé. C'est un groupe qui est assez très festif même et une soirée qui va être dansante. Et ce qui n'est pas marqué sur les affiches, il y a une petite restauration sur place, première partie concert, restauration, et en dernière partie danse, avec une personne qui était notre prof de danse avant le Covid, et qui va venir animer la soirée, expliquer aux gens, de tout petits jusqu'aux plus âgés, tout le monde peut participer. Voilà. Le lendemain, ce n'est pas une surprise, il y a un autre événement qui se passe au gymnase du collège, puisque ce sont les élections municipales. Samedi 28 mars, vous pouvez participer au loto de l'école de danse du Pays Viermois. C'est à partir de 14h30 à la salle Saint-Louis. Ensuite, le lundi 6 avril, la brocante de printemps. Le vendredi 10 avril, l'école de musique a organisé en partenariat avec 2 autres villes, Saint-Leu-d'Esserand et Précy-sur-Oise, un très beau concert. Au programme, vous avez le Gloria de Vivaldi et la cantate 18 de Bach. Donc c'est vendredi 10 avril à Viarmes et ce sera le 9 avril à Saint-Leu-d'Esserand et le 11 avril à Précy-sur-Oise.
Je suis assez étonné que vous signifiez l'élection comme un événement. Non, c'était une boutade, Jacques. Un smile comme ça, c'est pas... Voilà, mais ça reste incroyable. Mais ça reste un puisse événement dire- important, l'élection municipale. Non, c'est une étape importante. C'est pas un événement. Bah si, une étape, c'est un événement. Tu joues sur les mots, là. Oui, Michel te passe la parole. Je rappelle qu'au sujet des élections samedi matin, pour ceux qui sont dans la salle, je ne sais pas qui, ou les gens qui écoutent derrière, qui sont dans les bureaux de vote, il y a une réunion d'information à 10h30 samedi matin en mairie pour le déroulé de la tenue des bureaux. Michel, à toi. Vous avez trouvé dans votre dossier un flyer qui correspond donc à la Fondation du patrimoine. La collecte continue et comme chacun sait, quand on parle au porte-monnaie, l'oreille entend bien mieux. Il s'agit d'une défiscalisation de 75%. Et on en est actuellement à presque 80 000 €, donc on a largement dépassé le but qu'on s'était fixé à 45 000, et cela sur 160 donneurs. Donc je vous encourage à continuer la collecte. Comme il a été dit antérieurement, elle ne se terminera que le 4 juillet 2027. Merci. Oui, je voulais vraiment parler du carnaval qui aura lieu donc samedi. C'est le service enfance-jeunesse qui s'en occupe et qui le met en place. Et donc, je voudrais les remercier parce qu'ils le font tous les ans et qu'ils le font bénévolement. Et ils s'amusent vraiment avec les enfants, avec des ateliers pour les maquillages. Cette année, le thème, c'est Disney. Donc, si vous avez des vêtements, des costumes de Disney, n'hésitez pas. Venez. Les enfants du conseil municipal viennent aussi tous les ans. Et je les en remercie ici aussi. Voilà, et j'en profite pour remercier tous les services de la mairie qui sont actifs, non seulement sur le carnaval, mais aussi qui m'ont accompagné durant 6 ans. Voilà, et je voulais les remercier publiquement. Merci. Juste une petite chose, à l'occasion donc de ce dernier conseil municipal du mandat, je souhaite adresser mes remerciements à monsieur Olivier Dupont, maire de Viarmes, pour ses années de travail au service de notre commune. Pour ma part, j'ai été très fier d'exercer la fonction de premier adjoint à ses côtés, et quoi qu'il puisse être dit ici ou là, je peux affirmer avec sincérité que notre binôme a très bien fonctionné, toujours guidé par une seule priorité, l'intérêt de Viarmes et de ses habitants. Je veux également saluer monsieur Daniel Dess, ancien maire de Viarmes, pour son engagement et l'empreinte qu'il a laissée dans la vie municipale de notre ville. Ces années de travail parfois exigeantes, mais toujours passionnantes, resteront pour moi une expérience humaine et collective forte au service de notre commune. Il n'y a plus d'intervention des élus. Je lève la séance. Merci à tous, bonne soirée et à dimanche.